Personnellement, depuis qu'il y a cette possibilité, donc je dirais que ça fait peut-être 1 an, ça a changé ma vie de marketeuse. Contactez-les pour les inviter à parler dans un podcast 30 minutes. Vous allez avoir un taux de réponse très élevé. Finalement, LinkedIn pousse la vidéo même aux gens qui ne sont pas inscrits en différé. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir un live où je vais avoir 100 inscrits. 10 personnes vont venir vraiment au direct. Et en fait, quand je regarde les statistiques quelques semaines après, je vois que j'ai 1000 vues par exemple. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de vente et je sais que c'est un sujet qui, en général, cartonne sur My Marketing Podcast. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Vaquer à mes côtés, qui est, je pense, pour beaucoup, vous le connaissez déjà, puisqu'il est l'hôte du podcast Les Héros de la Vente, qui est un podcast très connu autour des thématiques de techniques de vente en France. C'est également le cofondateur de ce très beau studio dans lequel on enregistre aujourd'hui à Toulouse, qui s'appelle le studio Pastel. Salut Alexandre. Salut Sandy, merci de t'accueillir dans ton podcast, dans nos studios, effectivement. Alors aujourd'hui, comme je te disais, il y a des questions que tout le monde se pose, c'est comment je fais à mieux vendre, mais à mieux vendre en tant que commercial, à mieux vendre en tant que marketeur et surtout à mieux vendre ensemble, notamment en créant du contenu. Parce que le contenu, ça fait super longtemps qu'on entend parler, on sait que le marketing crée du contenu, que les commerciaux doivent utiliser le contenu pour mieux vendre, mais on se rend bien compte que dans les faits, souvent, ça coince un peu. Et j'ai envie de te dire, même si tu es au four et au moulin, que c'est déjà toi qui fais le contenu et toi qui vends, parce que dans plein de boîtes, c'est quand même le cas, on se rend compte que parfois, le contenu, c'est pas le bon pour vendre. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui ensemble. Ma première question, Alexandre, c'est en quoi, toi, tu estimes que le contenu, c'est encore, de nos jours, un levier sous-exploité dans les entreprises pour vendre? Alors je pense que c'est un levier sous-exploité, notamment par les commerciaux, parce qu'on demande aux commerciaux de prospecter, d'acquérir des leads. Et dans les entreprises, alors soit il y a un département marketing qui s'occupe de ça et du coup le commercial va se détacher de cette fonction-là, ou soit il n'y a pas de département marketing, on va lui dire de faire ça entre autres missions. Et en fait, faut se mettre à la place du commercial, prospecter ça prend du temps, faire des posts LinkedIn, ils sont pas toujours formés là-dessus, créer des webinars pareil. Donc c'est très compliqué à faire. Et pourtant, on va en parler, mais le contenu, la création de contenu, ça permet de rendre la prospection, qui est le plus souvent de la prospection froide, on va la rendre tiède pour que ce soit plus facile de prospecter nos cibles. Et je te rejoins, moi je l'entends souvent, les commerciaux disent, moi c'est pas mon job de créer du contenu. D'une certaine manière, je peux être d'accord avec eux, c'est-à-dire que si on leur juste sur la balance créer du contenu, ça peut vraiment les mettre en difficulté si c'est quelque chose que tu n'as pas fait, si tu sais pas comment t'y prendre, si tu sais pas quel contenu est le bon. Et bien justement, on va en parler aujourd'hui. Et je pense que cet épisode va être utile évidemment si vous avez une fonction commerciale, mais ça va être aussi utile si vous êtes marketeur et que vous demandez comment je peux faire pour mieux aider les équipes de vente, comment je peux mieux aider mon entreprise dans la vente, même si parfois elle est réalisée par le dirigeant, par des équipes techniques. Ok, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'il y a des formats, des types de contenus qui aujourd'hui fonctionnent particulièrement bien en vente, auxquels on n'a pas toujours pensé? Alors, on en parlait un peu en off, on disait l'étude de cas, ça reste un cas d'école, si je puis m'exprimer ainsi, mais est-ce que tu penses à d'autres contenus qui sont très utiles en vente aujourd'hui? Oui, alors je vais essayer d'en lister plusieurs et après je vais m'attarder sur ceux que moi j'utilise et qui fonctionnent bien. Ouais, peut-être ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ouais. Mais on va quand même tous les dire, ceux qui fonctionnent bien. Ouais, alors du plus simple, on va dire, à celui qui prend le plus de temps, hein, mais le plus simple, ça va être le post LinkedIn, si possible sur une problématique de votre cible. Ensuite, on va parler de tout ce qui est livre blanc, étude de cas, tu l'as mentionné. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller sur des contenus un peu plus développés. Alors, toujours sur des posts LinkedIn, ça va être les fameux carousels. Après, on va arriver très vite sur du webinar, je vais en reparler. Donc le webinar, c'est un peu une connotation un peu old school. Oui, c'est vrai, on entend parler depuis super longtemps des webinars. Ouais. Tu les mets dans la même catégorie que des live LinkedIn ou pour toi c'est deux choses différentes? Alors si tu veux bien, tu me tends la perche. Bah oui, vas-y. Moi aujourd'hui, j'utilise beaucoup la fonctionnalité live LinkedIn pour deux raisons que les gens ne connaissent pas forcément. Mais la première raison, c'est quand tu fais un live LinkedIn. Donc un live LinkedIn, c'est un webinar mais géré par LinkedIn. Et il y a des fonctionnalités que ne proposent pas forcément les outils de webinar. La première fonctionnalité quand tu fais un live LinkedIn, c'est que tu peux, toi et ton invité, vous pouvez inviter 1000 personnes de votre réseau par semaine en quelques clics. Donc ça peut aller très vite, hein, si tu prévois un live dans 2 mois et que chacun invite 1000 personnes par semaine, tu peux vraiment... Alors pour ça, juste pour ceux qui ne sont pas hyper familiers, c'est qu'en fait on crée un événement sur LinkedIn et puis en fait tu as une fonctionnalité invité
Tu cliques et puis tu as les personnes qui sont dans ton réseau et Oui. tu peux directement les inviter et ils ont une notification comme quoi ils sont invités à l'événement. Et donc Et- ils peuvent dire je suis intéressé, je suis pas intéressé. Et tu peux utiliser des filtres qui sont par exemple la localisation ou les secteurs, de l'industrie. Donc tu peux très vite faire des webinars ciblés. Deuxième fonctionnalité, là aussi que peu de gens connaissent, c'est quand tu fais un live via ta page entreprise, tu as la possibilité de récupérer les emails des inscrits. Pareil, avec un simple clic, tu cliques juste dans le live LinkedIn, je ne me rappelle plus le terme exact, mais je veux récupérer les informations. Donc ça c'est si tu fais par la page entreprise. Ouais, ça marche pas si tu le fais via Et- ta page personnelle. Et c'est juste, ils ont juste dit je viens à l'événement. C'est pas forcément qu'ils ont rempli un formulaire particulier, c'est juste le fait d'avoir déclaré qu'ils étaient intéressés. C'est ça, ils remplissent pas de D'accord. formulaire. Par contre, ils ont une case à cocher. Est-ce que j'accepte que mes informations soient utilisées ou non? Ils cliquent oui ou non, mais c'est tout. Mais ils remplissent pas leur email comme un webinar classique. D'accord. Ça, c'est une friction souvent oui. qui empêche les gens parfois de s'inscrire à un webinar parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer dans un tunnel de vente et ça. Et c'est un peu désagréable. Et donc ça, ces deux fonctionnalités-là, moi, je les utilise presque chaque semaine. Et la troisième fonctionnalité, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être en live, c'est-à-dire d'être derrière votre ordinateur pendant que ça se déroule. Vous pouvez enregistrer une vidéo comme on fait ici et la programmer pour plus tard. Et pour ça, il faut utiliser des logiciels tierces. Donc moi, j'utilise Restream. Ouais, il y a StreamYard, Restream, il y en a plein qui StreamYard, le font. voilà. Et donc ça, c'est parfait pour notamment enlever aussi cette friction du stress, de se dire il faut que tout soit parfait, il faut que je me plante pas pendant mon live, que je zozote pas, que je me trompe pas. Et ça, on enlève ce stress-là. On enregistre la vidéo. Si elle est pas bien, on la refait. Et puis une fois qu'elle est bien, on la programme. Et du coup, ça, donc tu parles d'un live LinkedIn. Ma question, c'est est-ce qu'on perd pas un peu de spontanéité? Est-ce qu'on peut obtenir les mêmes résultats alors qu'on n'est pas réellement live? Parce que c'est un live LinkedIn, parce que la vidéo, elle est en streaming, c'est-à-dire qu'elle est diffusée, Ouais. mais c'est pas en direct, c'est-à-dire que tu peux pas répondre à des questions. Est-ce que du coup, en termes de contenu et d'interaction, ça reste quelque chose qui convertit? Oui, parce que tu peux quand même être derrière ton clavier et répondre aux questions à l'écrit. Tu peux être dans le chat et donc d'ailleurs les personnes doivent se dire comment il fait pour parler pendant le webinaire. Non, donc tu gardes cette fonctionnalité, c'est-à-dire que la Mm. vidéo peut être transmise et toi... Ah oui, du coup, en termes de... Tu vois, je savais même pas que c'était possible. Oui, Tu ouais, m'apprends non. quelque chose. Et la réalité aussi de ces live LinkedIn, c'est que beaucoup de gens s'inscrivent mais ne vont pas assister au direct. Par contre, ce qui est intéressant quand on analyse les statistiques, c'est que finalement, LinkedIn pousse la vidéo même aux gens qui ne sont pas inscrits en différé. Donc moi, ça m'arrive souvent d'avoir un live où je vais avoir 100 inscrits. 10 personnes vont venir vraiment au direct. Et en fait, quand je regarde les statistiques quelques semaines après, je vois que j'ai 1000 vues, par exemple. Donc, moi, je trouve très intéressant et merci d'ailleurs de partager des chiffres parce que ça, je pense que ça pourra vraiment intéresser. Ne pas vous arrêter au fait qu'il y ait 100 inscrits et que 10 personnes qui viennent réellement parce qu'on va se dire, oh, il n'y a qu'un taux de participation réel de 10%, ce qui peut paraître faible, mais je te rejoins, alors on va appeler ça un replay pour simplifier, il y a beaucoup de gens qui regardent en différé, en replay, et ce qui fait qu'en réalité, vous allez cumuler beaucoup plus que le nombre de personnes qui étaient présents au moment où ça a été diffusé la première fois, un peu comme une vidéo YouTube, si on regarde que les premières vues dans l'heure qui suit, bah souvent c'est très décevant. Et en réalité, si le sujet est bien, ça va permettre de cumuler beaucoup plus de vues. Donc, on va le dire, évidemment, ça dépend aussi du sujet qu'on traite. Un contenu qui vend, c'est pas juste un contenu, c'est un contenu avec un sujet particulier. Oui, et pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, et c'est là où on rentre dans de la vente, c'est que vous avez fait votre contenu, donc ce live LinkedIn, des gens l'ont regardé en différé ou en direct, mais après, vous avez cette fameuse liste de participants, et c'est à vous de les contacter et de commencer la prospection. Mais cette prospection sera tiède parce que vous allez les contacter en disant je vous contacte suite à votre inscription à ce fameux live. Est-ce que vous avez des questions, des problématiques sur ce sujet? Est-ce que vous avez eu le temps de le regarder? Est-ce que vous avez le temps de le regarder? On peut effectivement briser un peu la glace comme ça. Et c'est pour ça que là, on vous donne un exemple d'une bonne utilisation du marketing et de la vente ensemble. Oui. Ah oui, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des sujets qui interpellent particulièrement, qui retiennent beaucoup l'attention et qu'on peut utiliser assez facilement pour créer ses premiers contenus qui vendent? Moi, je pense que tous les sujets... moi, je suis spécialisé en B2B, mais... Moi aussi, donc ça va. Voilà, et LinkedIn, c'est vraiment une plateforme B2B, mais tous les sujets, vous pouvez les mettre sur la table. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus le sujet va être niché, moins vous aurez de personnes, mais plus les personnes vont être qualifiées. Et j'ai des exemples en tête. Alors moi, quand je fais bien sûr des sujets sur de la prospection, de l'IA, il y a du monde, mais par exemple, j'ai un ami qui fait des webinars sur le monde des avocats pour leur vendre un logiciel. Bon, il y a un peu moins de monde, mais parce que par contre, il n'y a que des avocats. Il y a moins de gens concernés aussi. C'est ça. Moi, si je peux donner un exemple, si on fait des live LinkedIn sur
les grandes tendances marketing B2B de l'année, il va y avoir du monde. Après, je dis pas du tout venant, mais c'est toutes les personnes qui peuvent s'intéresser à ce genre de thème. Et après, si on veut être plus niché, eh ben, on va parler des problématiques de positionnement ou des problématiques d'offres. Alors, il y aura beaucoup moins de monde, mais c'est des personnes qui vont s'intéresser à des sujets où on a une très très forte expertise, par exemple. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir moins de monde si on sait que ça va être des personnes très qualifiées. En tout cas, il n'y a pas de crainte à avoir à partir du moment où on arrive à mesurer si ce sont les bonnes personnes ou pas. Oui, puis même sur les posts LinkedIn, là, j'analyse beaucoup les statistiques. Qui sont pourris, bien sûr. Si on regarde juste les chiffres, c'est pourri. Mais ce qui est intéressant dans les posts LinkedIn, c'est que tu peux exporter les statistiques. Et dans cet export, donc c'est un fichier CSV, tu vas avoir plein d'infos sur l'âge des gens qui ont regardé ton post, le secteur, est-ce que c'est des PDG, la seniorité aussi. Ouais. La seniorité. Et il y a une info intéressante, c'est quand tu mets des liens dans tes posts LinkedIn, c'est combien de gens ont cliqué sur ce lien. Et tu peux très vite te rendre compte que moi, souvent, je fais un peu de sponsoring pour des logiciels parfois très chers. Et bien, sur un post qui va faire, par exemple, 2000 vues, on va dire aujourd'hui sur LinkedIn, on va dire c'est un post moyen, voire pas terrible, ben, tu peux avoir une dizaine de clics sur ce lien, mais pour la société, un seul client suffit donc, Oui. pour avoir une rentabilité vraiment forte. Donc il faut se dire, en fait, à chaque fois, c'est pas tant la quantité qui est importante, c'est la qualité derrière. Oui. Des gens qui vont regarder tes posts. Donc, en termes de type de contenu, on a parlé du premier niveau, c'est le post LinkedIn. Après, on a parlé des livres blancs, des études de cas. Alors, personnellement, je pense que les études de cas, on n'en a jamais assez. Hein. Allez-y. Ouais. Des lives, webinars / live LinkedIn. Est-ce que tu penses à d'autres types ou formats de contenu qu'on peut aller tranquillement investir ? Oui, alors c'est celui qu'on est en train de faire. Hein. Moi, c'est ma martingale depuis 6 ans. C'est le podcast et plutôt le podcast vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi. Alors, non seulement le podcast, comme on fait là, ça peut être l'utiliser comme un live LinkedIn. Moi, c'est ce que je fais, hein, c'est je pousse mes interviews sur la fonctionnalité live LinkedIn. Et surtout, ce format vidéo donc, va être un format long pour plusieurs plateformes comme YouTube, qui est la plus grosse plateforme SEO aujourd'hui. Totalement. Voilà, puisque ça appartient à Google. Donc, parler de votre expertise sur YouTube, en fait, ça va vous apporter des clients. Et ensuite, vous allez pouvoir maintenant dupliquer votre contenu là en contenu court, donc les fameux shorts, pour aller sur Insta, TikTok, LinkedIn, bien sûr. Et là aussi, on peut avoir des statistiques intéressantes. Moi, je le vois sur une interview, je vais faire une dizaine de shorts que je vais poster sur toutes les plateformes. Et il y en a certains qui vont exploser sur TikTok, qui vont faire, je sais pas, 30 000 vues, d'autres qui vont exploser sur YouTube et d'autres qui vont exploser sur LinkedIn, avec à chaque fois une typologie de personnes ou de leads différentes qui va s'intéresser à ce que l'on dit. Donc ça, je pense que c'est assez puissant. Tu dirais que c'est à la portée de... Je me mets à la place de quelqu'un qui écoute. Ouais. Dans notre audience, on a des personnes qui peuvent être des dirigeants, des directeurs commerciaux, on va dire, décideurs commerciaux au marketing. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui est valable que je sois, on va dire, indépendant ou salarié ? Oui, et alors c'est sûr, quand on est salarié, il faut l'aval de la hiérarchie, il faut vendre l'idée en interne, donc ce sera plus long. Et même pour faire un post LinkedIn, hein, moi j'ai été salarié, c'est plus dur de faire un post LinkedIn quand on est salarié parce qu'on engage un peu l'image de marque de l'entreprise, donc on ne sait jamais si ça va être bien perçu ou pas, donc c'est toujours un peu plus dur. Mais aujourd'hui, moi j'ai créé mon podcast il y a 6 ans. Aujourd'hui, la barrière à l'entrée, elle est quand même beaucoup moins élevée. Ah, beaucoup moins, clairement. Tu vois, il y a des studios comme le mien qui existent quasiment dans toutes les grandes villes de France. On peut enregistrer facilement. Bon, on paye, hein, mais au moins on s'occupe de rien, pas de technique ni rien. On a la vidéo montée. Et après, tu as des outils pour la publication comme Ocha qui te font tout. Et tu as des outils pour, par exemple, découper la vidéo en short avec l'IA comme Opus Clip qui fait tout. Et pareil pour le live LinkedIn. Moi, j'utilise Restream. Une fois que tu as maîtrisé un peu l'outil, c'est bon. C'est pas très difficile. Hein. Franchement, c'est pas... Moi, j'utilise pas celui-là, j'en utilise un autre. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. D'ailleurs, je suis en train de me remotiver. Là, tu vois, en parlant avec toi, je me dis peut-être quand même que ça vaudrait le coup. Mais ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, pour une pièce de contenu, appelons-le une pièce de contenu, en fait, on va le redistribuer à plein d'endroits différents. Et c'est pour ça que je trouve hyper intéressant de dire comment le marketing peut alimenter la vente. C'est que c'est pas juste un contenu qui a une durée de vie limitée, c'est qu'on va le débiter en petits morceaux, on va le reformater, on va le recycler. Tu disais, je vais diffuser par exemple ma vidéo de podcast dans un live LinkedIn. Je trouve ça très smart d'ailleurs. Tu vas peut-être le mettre sur YouTube pour optimiser le SEO de ton entreprise. Je parle pas toi Alexandre, mais je me mets dans le cas d'une entreprise lambda. Rappelez-vous que sur YouTube, il y a une description où on peut mettre des liens qui dirigent vers votre site internet, donc ça fait du trafic. Et de manière générale, ça fait plus de visibilité, on occupe plus le terrain. Et les vidéos courtes, ça te permet aussi d'aller chercher une audience peut-être un peu plus froide, un peu, alors je vais dire jeune,
c'est pas forcément jeune, mais un peu plus fraîche, dirons-nous, sur d'autres réseaux sociaux pour développer ta visibilité. C'est ça. Et on n'a pas parlé de l'écrit, mais c'est pareil. Aujourd'hui, avec les outils IA, tu transcris ton podcast. Ça va faire 4 posts LinkedIn, une newsletter. Moi, je suis en train de même compiler tout ça dans un livre. Donc, ça fera un lead magnet en plus. Pensez aux blogs aussi, hein, parce qu'on les oublie, mais en vrai, les blogs ne sont pas morts du tout. Mm. Surtout si vous optimisez pour le SEO, si vous choisissez des sujets qui peuvent être après optimisés. Tout ça, ça contribue directement à la vente. Mais si on se place vraiment d'un point de vue la vente le plus près du closing possible, parce que souvent c'est ce que les commerciaux ils veulent, hein, mais même si on est dirigeant commercial, ce qu'on veut c'est vendre le plus vite possible. Le podcast peut aussi en faire partie, c'est-à-dire qu'on pense toujours que le podcast c'est quelque chose de long terme, et c'est vrai. Toi, ça fait 6 ans, nous, ça fait 5 ans, et penser qu'on a des résultats sur le podcast en 2 jours, c'est très, très illusoire. Mais si vous faites des épisodes, on en parlait un peu off, sur des sujets très précis, après, en prospection, ça peut être utile. Écoutez cet épisode, on parle justement de votre problématique. Oui, puis moi, j'arrête pas de le dire, contactez 10 personnes qui sont dans votre cible pour leur vendre votre produit, votre service. Donc là, il va falloir user vraiment de beaucoup d'ingénierie, de copywriting pour avoir un rendez-vous. Et en moyenne, vous allez obtenir, si vous n'êtes pas trop mauvais, allez, 2-3 rendez-vous. Ah ouais, c'est que t'es déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Contactez-les pour les inviter à parler dans un podcast 30 minutes. Vous allez avoir... 7. 7. Si vous n'êtes pas trop mauvais, 9. Si vous êtes bon. Si vous êtes bon, 9, mais vous allez avoir un taux de réponse très élevé. Et une fois que vous avez votre prospect idéal en podcast, moi c'est comme ça au début que j'utilisais mon podcast, c'était pour aller rencontrer mes prospects idéaux, et ben vous discutez 30 minutes, 1 heure avec lui, vous discutez un peu en amont, en après, et là vous avez créé la discussion, vous avez créé un lien, et si vous avez quelque chose à vendre à votre prospect, ce sera beaucoup plus simple. Donc, ne le faites pas pendant le podcast, hein, par contre, c'est pas le moment. Hein. Voilà. Mais vous lui offrez de la visibilité, vous montrez votre expertise, vous montrez votre professionnalisme. Alors, à chaque fois que je dis ça à des commerciaux, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps, etc. Mais moi, ça m'a permis d'avoir pour ma première entreprise mes 20 premiers clients. Ben oui, mais alors tu dis, alors je peux comprendre l'argument de j'ai pas le temps, mais si tu le transformes en, si au final, si à la place d'un déjeuner, tu fais un podcast, ça prend à peu près la même chose, la même durée. Peut-être pas au début parce que tu vas. Puis alors moi, je vais te faire un aveu, je préfère largement inviter quelqu'un à un podcast pour parler parce que déjeuner, c'est-à-dire manger et parler à quelqu'un en même temps, ça a toujours été mon angoisse totale, les déjeuners clients, parce que ça demande trop de choses à faire en même temps. Alors que là, on est juste focus sur on discute, on échange, et ça me va bien. Oui, et puis quand tu y penses, quand tu analyses un peu ce qu'on est en train de faire, en fait, tu parles à quelqu'un d'une expertise ou de son expertise ou de son histoire pendant un certain laps de temps. C'est assez rare, en fait. Tu fais rarement ça dans la vie de tous les jours. Quand tu fais un rendez-vous commercial, tu fais rarement ça aussi. Tu poses quelques questions, c'est le rendez-vous de découverte. Mais tu vas aussi parler de ton produit, de ton service. Donc, tu vois, c'est une relation quand même un peu différente. Oui, tu accordes vraiment de l'attention à l'autre, ce que tu fais pas par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très, très appréciable. C'est ça. Et t'éviter aussi la phase du chit-chat et du small talk. Personnellement, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et très difficile pour moi. Aller dans des discussions qui sont déjà plus engagées, je pense que tu brûles un peu des étapes, mais tu arrives à la partie intéressante. Et tu collectes aussi de la donnée pour ta connaissance client. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans tous les formats que tu nous as présentés, il y a la notion, le marketing récupère de la donnée, l'analyse pour le mettre au service du commercial. Par exemple, tu me disais, les posts LinkedIn, je les analyse, les datas autour des lives LinkedIn, je les analyse. Il y a des outils pour te permettre d'analyser, sur YouTube évidemment, vous avez de la donnée. Et derrière, vous allez pouvoir regarder, en tant que marketeur, vous prenez votre petite casquette marketeur, vous regardez qui s'est intéressé le plus à votre contenu. Est-ce que c'est la bonne cible ? Si c'est la bonne cible, très bien, je vais regarder ce qui a le mieux marché, je vais continuer et pour faciliter le travail de mes commerciaux ou de mon équipe commerciale. Et si on voit qu'on était un peu à côté de la plaque, ça permet aussi de corriger. Si on voit que c'était pas du tout les bonnes personnes qui regardaient, ça permet de corriger et donc de créer plus de contenu au service de la vente. Est-ce qu'il y a d'autres contenus ? Alors moi, j'aime beaucoup l'idée du podcast parce que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Et peut-être dire, allez, moi je vais l'ajouter, ça demande pas tant de temps que ça et ça demande pas d'être aussi parfait que ça. Oui, là, on est dans des jolis studios, on a un beau setup, on a des jolies plantes. Mais pour démarrer, si vous voulez juste faire du podcast vidéo et délivrer un message avec un contenu de très forte valeur ajoutée, il n'y a pas besoin de tout ça. Là, c'est sympa, ça fait encore plus joli. Mais au final, on pourrait ne pas avoir de plantes. Comme c'est hyper intéressant ce qu'on raconte, les gens nous écouteraient quand même. Oui, et puis j'ai parlé des studios, mais en fait, tu as beaucoup de podcasteurs qui le font en visio. Oui, bon, on va pas rentrer... Là, c'est pas un épisode technique, mais il faut qu'il y ait quand même un très bon son. Ça, c'est le minimum syndical quand même. Je pense que là, c'est clair pour tout le monde que les marketeurs et commerciaux ont très intérêt à discuter et à travailler plus main dans la main. Dans les faits, que ce soit en entreprise, quand ils sont tous
salariés de la même équipe ou que ce soit des commerciaux internes avec une équipe marketing peut-être externalisée ou l'inverse. On voit que c'est pas toujours si simple de faire collaborer marketing et commercial, de trouver des sujets. Moi, j'ai souvent galéré pour obtenir des infos terrain des commerciaux. Maintenant, ça va mieux parce que on est rodé et qu'on a mis des méthodes en place avec les équipes commerciales de nos équipes. Mais je sais que ça peut être compliqué, surtout si tu as des équipes commerciales qui ne sont pas hyper sensibles au marketing. Et il y en a encore. De moins en moins, honnêtement, de moins en moins, ça va mieux. Est-ce que toi, tu as des astuces ou carrément une méthode pour que ça soit plus fluide, pour que à la fois, objectif, les commerciaux utilisent mieux les contenus, parce que c'est pas toujours la faute des commerciaux s'ils n'utilisent pas les contenus, c'est parce que parfois c'est à côté de la plaque, faut bien s'en rendre compte. Et de la même manière que le marketing puisse s'appuyer plus sur les ventes pour trouver des sujets qui vont plaire aux prospects et aux clients. Ouais, alors c'est vrai que c'est un gros sujet que je vois aussi moi dans mon podcast, le décalage entre le marketing et la vente. Pour résumer, en gros, les vendeurs vont dire que les leads obtenus par le marketing sont pas bons. Classique. et les marketeurs vont dire que les vendeurs de l'entreprise sont pas bons parce qu'ils n'arrivent pas à convertir les leads. Donc il y a toujours ce débat-là dans les entreprises. Moi, ce que je vois dans mon podcast et quand j'interviewe, on va dire, l'élite des entreprises qui ont des machines de vente, des machines marketing, tu vois, par exemple HubSpot qui est très connu pour faire le lien entre les deux et d'ailleurs qui vend un produit. Leur produit est vraiment tourné autour de ça, quoi. C'est ça. Et t'as quand même une discipline alors qui commence à venir en France. C'est le Sales Enablement. Désolé pour le jargon anglais. J'ai pas de traduction en plus, honnêtement. C'est le support à la vente. Ouais, facilitation des ventes. C'est ça, c'est la facilitation des ventes. Et dans cette discipline-là, tu as comment on fait la jonction entre le marketing et les commerciaux. Et donc, dans cette jonction, il y a plein de choses. Il y a former les équipes. Parce qu'effectivement, tu peux dire à un commercial et un responsable marketing, entendez-vous ensemble. Mais ça marche pas. Alors, n'essayez pas, ça marche pas. On peut être copains dans la vie, mais ça veut pas dire que ça marche sur le terrain. Il faut les former, il faut écrire dans un playbook comment vous partagez les informations, comment le commercial remonte les informations terrain, comment le marketing met en forme les études de cas, tu l'as dit. Donc, tu as de la formation, tu as des outils. Maintenant, tu as des outils. Alors, on parle beaucoup d'IA, mais effectivement, tu as des outils pour faire de la transcription des rendez-vous, les mettre en forme. Le marketing va utiliser peut-être Canva pour améliorer un peu tout ça. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce point parce que je le trouve hyper important et moi quand j'en parle, il y a peu de gens pour l'instant qui l'utilisent encore. Quand tu parles de retranscrire ou de transcrire les rendez-vous, ça veut dire qu'un commercial a un rendez-vous client qui va enregistrer évidemment avec l'accord du client, mais tous les outils vous demandent de l'accord préalable, ce qui est tout à fait normal. Et donc cette transcription va être donné au marketing pour derrière voir s'il y a des insights clients, s'il y a des sujets qui reviennent. Donc, il y a de l'analyse derrière. Personnellement, depuis qu'il y a cette possibilité, donc je dirais que ça fait peut-être une bonne année que je peux utiliser ça, ça a changé ma vie de marketeuse en termes de connaissance de mes clients, mais aussi de connaissance des clients de mes clients. Parce que une agence marketing n'est pas tout le temps là dans les meetings avec les clients. Et ça, c'est un super tip que tu nous donnes parce que c'est pas encore hyper répandu. Alors que c'est légal, je préviens, c'est ultra, ultra légal. Oui, alors c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma carrière, donc il y a 15 ans, j'enregistrais déjà des rendez-vous sur dictaphone, mais plus à des fins d'amélioration pour m'écouter, pour voir les objections, comment je répondais aux objections. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les outils d'IA qui pop pour se plugger à votre visioconférence ou votre téléphone, en un clic, vous avez la transcription. Et d'ailleurs, même les GAFAM comme Google l'ont déjà fait, mettre des options pour le faire. Dans Google Meet, tu as Gemini qui le fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, tu vas pouvoir questionner. Tu vas dire, est-ce qu'il y a des objections quels sont les moments où tu sens... Ne lui demandez pas son ressenti. Ceci dit, ça, c'est pas une bonne idée. Mais les mots qui reviennent, parce que, par exemple, le marketing, un truc que j'ai souvent entendu de commerciaux, c'est oui, mais les marketeurs, ils écrivent avec des mots que nos clients n'utilisent pas. Je pense que ça, tu l'as déjà entendu aussi. C'est un grand classique. C'est un classique. Mais le problème, c'est que si tu t'exprimes pas comme les clients s'expriment, tu es à côté de la plaque. Oui, et tu pourrais même faire un petit exercice où finalement les responsables marketing réécoutent des appels de vente pour comprendre aussi le persona, très bonne idée. Les objections comme tu dis. Et inversement, tu pourrais très bien aussi demander aux commerciaux d'assister à un rendez-vous entre des responsables marketing et une commande client, un appel d'offres, tu vois, pour essayer que chacun comprenne le travail de l'autre. Et tu vois ce que tu dis, et vraiment, moi je suis 100% pour ce genre de pratique. L'avantage, c'est que ça permet de mettre beaucoup plus facilement tout le monde d'accord, parce que tu les mets face à quelque chose de très concret, il n'y a pas d'interprétation. Ça a été enregistré, tout le monde entend la même chose, on peut ensuite en discuter ensemble, voire dire tel client il a parlé comme ça,
Tu peux imposer au marketing, du coup, de dire, bah, vous voyez, ils utilisent ces mots-là, donc il n'y a aucune raison d'aller les embêter avec un autre mot. Vous voyez bien que leur préoccupation, c'est celle-ci. Alors moi, là, je me mets du côté des commerciaux parce que j'ai potentiellement la double casquette, puisque je suis aussi commerciale de ma propre entreprise. Et je trouve que ça calme le jeu, en fait. Ce côté très, bon, bah voilà, c'est là, on est tous d'accord. Après, on travaille ensemble dessus, mais c'est dépassionné, en fait. Oui, et puis ce qu'il y a aussi avec ces outils, c'est que en plus de l'enregistrement audio-vidéo, tu as l'écrit, et mine de rien, la culture de l'écrit, c'est plus facile en fait de mettre en place des choses, des collaborations, des formations, du support entre les équipes, si tout est archivé dans un guide pour aider les uns et les autres à collaborer ensemble. Alors que c'est vrai que si on leur disait, parce qu'avant moi j'avais ce genre d'outils où tu pouvais revoir des visios, mais t'avais rien d'écrit, donc il fallait Oui, puis revoir, réécouter. c'est long. Revoir c'est C'est long, long. et tu as encore des biais qui se font. Hein. Quand tu vois la personne, tu peux commencer à juger son apparence, à dire bah tiens, le commercial, il est pas très bien Oui, fagoté. Donc ça, c'est bien, on a l'écrit et on se base que là-dessus. Et on peut effectivement, en plus, maintenant, questionner une IA qui va être paramétrée pour me sortir les bons points pour mon marketing. Pour le commercial, ça va être les points d'amélioration. On peut imaginer pas mal de choses aujourd'hui qui sont possibles, qui n'étaient pas possibles il y a quelques années. donc, si je reprends sur comment je fais mieux travailler marketing et commercial ensemble, parce que oui, c'est possible, il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est possible. Alors, un truc qu'on n'a pas dit, c'est, je pense, déjà, cultiver un peu une ouverture d'esprit vis-à-vis des autres. Et tu disais, les faire travailler ensemble. Peut-être faire du cross aussi, hein, les obliger à prendre la place de l'autre de temps en temps. Mais ça, c'est plus du terme, on va dire, ça relève plus du management. Mais donc, si on résume, il y a le fait d'enregistrer, il y a des outils. Hein. Alors, tu parlais d'HubSpot, mais j'ai envie de vous dire, même un CRM du premier étage qui est bien rempli, qui est bien complété, ça reste un moyen de collaboration entre marketing et vente qui est hyper efficace. Il y a le fait de transformer des entretiens clients pour le retranscrire et le donner au marketing pour qu'il puisse l'utiliser. C'est de la matière brute pour lui. Toutes les données collectées par les commerciaux également. Et moi, j'ai envie quand même d'ajouter d'organiser régulièrement des petits points parce qu'en fait, il y a des équipes marketing qui ne parlent jamais aux ventes. Jamais, ça arrive. Oui, et puis en plus, tu retrouves ça dans d'autres départements. Hein. Tu vas avoir le département produit qui va, pareil, pas trop parler Au marketing. au marketing ou aux commerciaux et ainsi de suite. Donc il faut essayer de créer des ponts entre les différents départements et effectivement, comme tu l'as dit, avec des rendez-vous, des réunions. Si vous êtes bien équipé, ça pourrait être quelqu'un aussi en interne qui a cette Oui, mission-là, hein, d'organiser ça. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, le Sales Enablement, si tu prends sur LinkedIn les gens qui ont cette fonction-là en France, tu vas en avoir peut-être 50. oui. C'est pas beaucoup, mais tu pourrais très bien dire à soit un responsable marketing, soit un responsable commercial, occupe-toi de ces réunions-là, par exemple. Ou Ouais. d'ailleurs, tu pouvez alterner peut-être. Alors oui, et moi j'ai quand même vu que le problème peut arriver dans des boîtes qui sont assez petites. Oui. Bizarrement, hein, c'est pas forcément un problème de taille. Donc pensez-y parce que sincèrement, c'est vraiment un levier de performance sous-exploité de travailler marketing et vente. Nous, on a vu que quand on le faisait faire chez des clients, ça augmentait significativement les performances. En termes de contenu, parce qu'on va quand même finir, si tu devais donner un conseil à une entreprise, un décideur, un CEO, un marketeur, peu importe la place que j'ai dans l'entreprise, je viens d'écouter cet épisode, je me dis ouais, en fait, j'ai quand même du boulot, mettre tout ça en place, mais j'y crois et on doit aller de l'avant là-dessus. Quel serait le premier truc à faire? Eh ben, je vais le dire en anglais, mais vous inquiétez pas, On je vais sous-titrera. non, mais je vais le vulgariser, mais c'est le content-based prospecting que j'aime beaucoup. C'est en fait la notion de vous arrêtez pas au contenu, mais vraiment prospecter sur les personnes qui interagissent à votre contenu. Donc on a parlé du post LinkedIn ou webinar. Quand vous avez des gens qui commentent, qui s'inscrivent, qui likent, etc., faites la liste de ces personnes-là, regardez si ces personnes-là sont dans votre cible, et surtout ne les laissez pas dans un fichier Excel. Contactez-les, posez-leur des questions, amorcez des discussions, et vous verrez, en fait, vous allez finalement prendre le meilleur du marketing et le meilleur de la vente, et c'est ça qui va vous donner des résultats. Question piège. Qui c'est qui fait ça, le marketing commercial? Dans les petites entreprises, je dirais le commercial. Et dans les plus grosses entreprises, ça peut être le marketing pour essayer de générer justement un lead qualifié pour le donner au commercial en disant celui-là, c'est bon, il m'a répondu à 2-3 messages, il est prêt pour un rendez-vous, prends le relais. D'accord. Mais Qu'il y a dans les toujours... entreprises, on va dire small, medium, hein, les petites, moyennes, les commerciaux, ça leur permet déjà pour moi de se roder et d'avoir certains réflexes que je ne vois encore pas énormément d'ailleurs. Et je rajouterai les abonnés à page d'entreprise, qui sont souvent hyper ignorés, alors que pour que quelqu'un s'abonne à une page d'entreprise, bon bah, moi je m'abonne pas souvent à des pages d'entreprise. C'est vrai. Mais c'est vrai que les pages entreprises sur LinkedIn, elles sont sous-exploitées.
Donc j'espère qu'avec notre épisode, elles pourront déjà l'utiliser pour ces fameux live LinkedIn. Live qui peuvent être des faux lives, hein, rappelons-le. Hein. Il nous a expliqué, Alexandre, l'astuce que j'adore et j'ai déjà plein d'idées derrière. Vous n'êtes pas obligé d'être en live parce que ça peut avoir un côté stressant. Vous pouvez l'enregistrer, le diffuser et répondre aux questions dans le chat. Et je pense qu'en termes de premier niveau, c'est un bon premier niveau celui-là. Oui, et puis on pourrait même se dire, cette brique de contenu, ensuite vous pouvez aussi l'exploiter sur vos outils de webinar que vous avez déjà. Ouais. Comme ça, vous faites la partie LinkedIn en attirant certaines personnes sur LinkedIn et la partie webinar qui sera la même vidéo, hein, mais qui attirera d'autres personnes. Et donc, on n'utilise plus longtemps son contenu. C'est ça. Ça, c'est un conseil que je donne, mais que j'applique pas forcément à moi-même. C'est la réutilisation de contenu, le recyclage de contenu. Alors moi, je le fais pour en faire plein de briques de contenu écrit, audio, vidéo. Je le réutilise pas forcément une année après, par exemple. Et bien déjà, avant d'être dans un an pour réutiliser du contenu, on va commencer à en créer aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous poser une question à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent sur YouTube. Dites-nous en commentaire quelle est la première étape, ce que vous pensez mettre en place suite à l'écoute de cet épisode. Moi, j'ai ma petite idée. Honnêtement, j'ai très envie de tester le live différé, voir ce que ça donne, même si ce serait peut-être un peu revenir en arrière, mais je crois que c'est juste une question de curiosité. J'ai envie de le tester maintenant. Alexandre, si je veux te suivre, en savoir plus sur ce que tu fais, alors, j'imagine le podcast, c'est les héros de la vente, mais est-ce qu'il y a d'autres points où je peux en savoir plus sur toi ? Oui, donc mon profil LinkedIn, Alexandre Vaquier. N'hésitez pas à aller effectivement sur YouTube, et si vous êtes plutôt audio, plus Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et ensuite, j'ai un site internet, leshéros-de-la-vente.com, où vous pouvez vous abonner aussi à la newsletter. Voilà, j'essaye toujours de un peu de contenu, quoi. diversifier les contenus pour les gens qui sont plus écrits, plus audio, plus vidéo. Et merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec nous, Alexandre. C'était un plaisir. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité.